Donc, peut-être pour me présenter un peu, donc, je m'appelle Vincent Biguet, je suis chercheur au CIRED, où je travaille sur deux thèmes assez différents. Mon thème principal de recherche, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation des stratégies d'adaptation face aux impacts du changement climatique. Donc, j'ai pas mal travaillé, par exemple, sur la question de l'adaptation face aux canicules, des différentes manières de faire ça, de quels sont les impacts, les co-bénéfices associés, les questions du coût de différentes catastrophes naturelles, etc. Et en travaillant là-dessus, vous savez peut-être que lorsqu'on s'adapte aux canicules, une des manières de faire ça, c'est en végétalisant les villes, donc par des politiques d'urbanisme. Or, lorsque on agit sur l'urbanisme, sur le plan des villes, bah, ça a aussi beaucoup d'impact sur la demande en transport. Et du coup, je me suis mis aussi à travailler sur les questions d'émissions des transports en ville et de comment on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Et aujourd'hui, la présentation que je vais vous montrer regarde ce genre de problème. Et un autre point aussi, c'est que quasiment tous les travaux que je vais vous montrer là, c'est des travaux qu'on a fait avec une de mes doctorantes, Charlotte Liotta, qui va bientôt se tenir, donc elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, aussi à lui demander. Et donc, peut-être pour commencer, donc, il va y avoir trois parties dans la présentation. D'abord, une introduction, peut-être un peu générale, sur la question des villes et du climat. Alors, je ne savais pas trop si vous vouliez que je rentre directement dans un papier de recherche ou si ça valait le coup de faire une introduction courte sur le thème. Je sais que moi, quand je vais à des conférences, j'aime bien les introductions, donc voilà, j'ai fait ça. Après, je présente l'essentiel de la présentation, ça va être de vous présenter un papier qui est sorti, c'était en avril ou en mai. Et après, je vais finir par des choses qu'on fait à l'heure actuelle et qui étendent un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc peut-être pour commencer, donc je ne sais pas, parmi vous, enfin je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas parmi vous si vous êtes nombreux à travailler sur la question des villes ou sur la question des transports. Et peut-être, donc pour ceux qui connaissent moins le thème, disons, le point fondamental, disons que l'enjeu fondamental, voilà, par rapport à ça, c'est que lorsqu'on regarde historiquement, de tout temps quasiment, il y avait très peu de monde dans les villes. Disons que la surface de la planète était peuplée par des humains qui vivaient à la campagne, notamment des agriculteurs, et la population urbaine, c'était une toute petite minorité. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ici, vous voyez les chiffres des Nations Unies, de l'UNDP. En bleu, ici, vous avez l'évolution de la population mondiale en fonction de l'année. En rouge, l'évolution de la population rurale et en vert, l'évolution de la population urbaine. Alors, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que définir ce que c'est qu'un urbain ou un rural, c'est différent suivant les pays, les systèmes statistiques ne sont pas forcément géniaux, etc. Mais disons que grosso modo, ce que vous pouvez voir, c'est que les deux courbes se sont croisées aux alentours des années 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'une personne sur deux dans le monde qui vit en ville. À l'heure actuelle, on est aux environs de 55%. Et surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que dans les projections qui sont faites pour les années à venir, la population rurale, on s'attend à ce qu'elle stagne, voire qu'elle commence à décroître, alors que la population urbaine explose. En gros, tout l'accroissement démographique qu'il y a dans le monde, on s'attend à ce qu'il ait lieu dans les villes. Et du coup, vu que les villes, c'est une grosse partie de la population mondiale, c'est aussi une grosse partie de l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde par rapport à la consommation des gens, et comme en plus, dans beaucoup de pays en développement, les habitants urbains sont beaucoup plus riches que les habitants à la campagne. Dans les pays développés, c'est moins le cas, mais dans beaucoup de pays en développement, il y a quand même un gros gap de revenus. Ils ont des émissions par personne plus élevées, et donc on estime que dans le monde, les villes, enfin les habitants des villes sont responsables de quasiment les 3/4 des émissions mondiales. Voilà. Et oui, l'autre point aussi là-dessus, c'est que lorsqu'on regarde ici les chiffres absolus de la courbe en verte, en fait, ça fait qu'en moyenne dans le monde, depuis les années 80 et puis dans les projections, puisque dans les années 2050, toutes les semaines, il y a environ 200 000 urbains en plus. Donc, il faut imaginer, depuis 30 ans et pendant les peut-être 40 prochaines années, toutes les semaines, 200 000 personnes en plus dans les villes. Ou pour dire ça autrement, non, pardon, pas toutes les semaines, tous les jours, 200 000 personnes en plus. Donc, pour dire ça autrement, c'est que toutes les semaines, vous avez l'équivalent de l'agglomération lyonnaise qui est construite dans le monde.
ou encore tous les ans, c'est 10 fois l'Île-de-France qui est construite. En fait, en ce moment, on vit dans un monde qui s'urbanise à très grande vitesse. Voilà. Alors après, un autre enjeu aussi qui est très particulier avec les villes, c'est que vous savez sûrement que lorsqu'on regarde au niveau des pays, il y a cette idée que réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça va coûter à l'économie, enfin ça va nuire au pays, et donc qu'aucun pays veut vraiment agir avant les autres. Alors bien sûr, hein, lorsqu'on regarde dans les détails, c'est plus compliqué, mais il y a un peu cette idée-là. Lorsqu'on regarde au niveau des entités subétatiques, et notamment des villes, c'est assez différent. Alors notamment, il y a un article d'Elinor Ostrom qu'elle avait fait en background paper d'un rapport de la Banque mondiale en 2009, pardon, qui avait, disons, qui est un papier assez emblématique de ça. Et en fait, ce qu'elle disait, elle, c'est que lorsqu'on regarde au niveau d'une ville, c'est assez différent parce que souvent, ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est bénéfique pour l'attractivité économique de la ville ou pour le bien-être des habitants. Par exemple, les réductions de consommation d'énergie, en général, c'est plutôt bien pour les finances municipales. Ça peut être bien pour les finances des habitants. Je ne sais pas, le fait qu'une ville dans laquelle beaucoup de gens se déplacent en vélo, ça donne une image positive. Voilà, lorsqu'il y a moins de la pollution de l'air, c'est un gros enjeu dans les villes. Lorsqu'il y a moins de pollution de l'air, c'est attractif aussi. Enfin, voilà, il y a toute une liste de choses, ce qui fait que la question est assez différente au niveau des villes et que là, au contraire, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça a des co-bénéfices positifs assez clairs et que la question n'est pas posée de la même manière qu'au niveau des pays. L'autre point aussi, c'est qu'en général, les administrations urbaines sont relativement proches de leurs habitants et du quotidien des habitants. Et du coup, elles peuvent plus facilement que les administrations nationales mettre en place des politiques adaptées vraiment aux gens, avoir des retours du terrain, etc. Et donc, tout ça ensemble, ça fait que les villes ont un rôle vraiment majeur à jouer dans les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, alors peut-être juste pour illustrer ça, hein, là vous avez, c'est un tableau, alors je suis désolé, il n'est pas très lisible de loin, mais c'est un tableau qui vient du Summary for Urban Policymakers, du dernier rapport du GIEC. Donc en fait, c'est voilà, une association de toutes ces entités, beaucoup des entités allemandes, qui ont pris tout ce qui concernait les villes dans le dernier rapport du GIEC, et avec des responsables de différentes villes dans le monde, on fait un rapport qui synthétise ça, disons, à destination des autorités urbaines un peu partout dans le monde. Donc, en gros, ils ont pris les messages, et notamment, ils ont fait ce tableau que j'aime bien, dans lequel ils regardent, et c'est des infos donc, issues du rapport, de différents endroits du rapport du GIEC, simplement mises ensemble. Ils regardent différentes manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre en ville. Et ici, vous voyez l'interaction avec les différents objectifs de développement durable. Et en fait, lorsqu'il y a des plus, c'est que c'est en synergie, des moins en opposition, et des étoiles, c'est un peu ambigu. Et grosso modo, il y a des plus quasiment partout. Et juste pour donner des exemples un peu concrets, hein, réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, passer de la voiture à des transports en commun comme des bus ou à du déplacement en vélo, c'est bon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi bon pour réduire la congestion dans les villes, donc faciliter les déplacements. La raison en est que, tout bêtement, la surface au sol occupée par les différents types de véhicules n'est pas la même. Là, vous avez cette image assez célèbre dans laquelle vous voyez, pour déplacer ce groupe de personnes, ici, c'est la surface au sol occupée si tout le monde est dans une voiture. Alors, s'il y a 2 personnes par voiture, bien sûr, il faut diviser par 2, mais ça reste gros. Ici, c'est si tout le monde est dans un bus. Et là, c'est si tout le monde est en vélo. Et bien sûr, moins on occupe de surface au sol, moins pour une rue donnée, on crée d'embouteillage. L'autre exemple très clair, c'est l'impact sur la pollution de l'air. Donc ici, par exemple, vous voyez une carte. Ça, c'était juste avant l'école d'été que j'avais organisée, dans laquelle certains d'entre vous ont participé. C'était une carte d'Air Paris. Donc là, c'était le 16 juin. Et vous voyez la qualité de l'air en Île-de-France. Donc là, c'est à peu près tout rouge. Normalement, la carte est censée être verte. En fait, voilà, c'était de manière quasiment uniforme, à part ici, en Île-de-France, qualité de l'air très mauvaise. Bon, l'Île-de-France est particulièrement emblématique d'une mauvaise qualité de l'air, mais disons que voilà, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport contribue de manière importante à améliorer la qualité de l'air.
il y a des pays dans lesquels ce n'est pas les transports qui sont le polluant principal, mais dans tous les cas, c'est un polluant qui représente une part significative de la pollution de l'air. Voilà, donc ça c'est juste pour info. Il y a eu du coup relativement récemment différentes annonces, notamment des Nations Unies, disant bah voilà, en fait, il faut que les villes se saisissent plus de ces enjeux et il faut donner plus de marge d'action ou de liberté aux villes pour faire ça. Bon, ça c'est de la communication institutionnelle. Mais maintenant, peut-être un autre point, c'est que attendez, je vais hop, avant de dire ça, voilà. L'autre point là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit, pour une ville, en général, c'est plutôt positif ou bénéfique de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, lorsqu'on regarde en pratique, il y a énormément de villes à travers le monde qui ont des plans climat, qui ont des stratégies pour réduire leurs émissions, alors qu'elles ne sont pas obligées par des cadres nationaux. Vous avez par exemple cette étude ici, qui était dirigée par Diana Rekian, et dans laquelle, en fait, on était des chercheurs d'un peu tous les pays, puis on avait épluché les actions que pouvaient mettre en place des villes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les points que vous voyez, c'est là où on avait regardé si des actions ont été mises en place ou pas. Et à chaque fois que vous avez un triangle bleu ou des points verts, c'est que les villes ont mis en place des stratégies pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques pays, ceux qui sont représentés en rouge, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Slovaquie, dans laquelle c'est obligatoire pour les collectivités de mettre en place une stratégie pour réduire les émissions. Donc là, bon, bien sûr, elles le font toutes, sauf exception. Mais si vous regardez dans les autres pays, là, il n'y a rien qui oblige les villes à le faire, et pourtant elles le font. Parce que bah, c'est tellement, ça amène tellement de bénéfices de réduire les émissions que, bah, en fait, elles le font. Vous avez pareil aux États-Unis, par exemple. Ici, sur cette carte, vous voyez chacune. Alors, attendez, non, voilà, c'est tous les points jaunes. C'est des endroits dans lesquels des villes avaient mis en place des plans pour réduire leurs émissions. Ça, c'était sous la présidence encore sous la présidence de Trump. Et il n'y avait pas du tout d'obligation au niveau national, mais simplement, voilà, les villes agissent. L'autre point, par contre, encore un peu, c'est que les actions mises en place par les villes, bah, c'est difficile à suivre. Il n'y a pas de bonne base de données, il n'y a pas de bon inventaire. Il y a des choses qui sont faites dans le cadre de négociations internationales, mais qui ne fonctionnent pas vraiment bien. Et du coup, lorsqu'on regarde les engagements, vous savez sûrement que dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les pays doivent proposer des engagements nationaux, les NDC, enfin je ne sais pas si vous voyez tout ça, j'imagine. Et les NDC donc, disent ce que les pays, la stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays. Simplement, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces engagements ne prennent pas du tout en compte ce qui peut être fait par les villes au sein des pays. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir ici. Ça, c'est les données compilées l'année dernière par UN Habitat. Et vous voyez, donc, sur les différents pays dans le monde qui ont soumis des engagements, qui ont soumis des NDC, bah, en fait, vous en avez un tiers qui ne mentionne pas du tout ce qui peut être fait au niveau des villes. Vous en avez 40% qui en fait mentionnent, mais où il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de prise en compte dans les objectifs chiffrés des NDC. Il n'y a pas de prise en compte de ce qui est fait sur le terrain. Et vous en avez qu'un quart dans lequel il y a vraiment une prise en compte au niveau des engagements nationaux de ce qui peut être fait par les villes sur le terrain. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. Donc, les NDC, c'est pour les COP, les pays, donc c'est le résultat des accords de pays, le fait qu'il y ait ça, les accords de Paris, pardon. Les pays font des documents dans lesquels ils expliquent leurs engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs chiffrés et comment ils vont y arriver. Et du coup, à l'heure actuelle, ces engagements ne reflètent, disons, dans la grosse majorité, ils ne reflètent pas du tout ce qui peut être fait au niveau des villes, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Ça veut dire que c'est plutôt une sous-estimation, en tout cas d'une certaine manière, de ce qui peut être fait. Bon, après, en général, dans les NDC, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites qui, en fait, ne sont pas trop réalistes, donc parce que quelle partie l'emporte, mais ouais. La question aussi sur les villes, les NDC, même donc, dans les pays où cet engagement existe, l'idée c'était de garder un peu les langues décisionnelles à un niveau du pays.
Ouais. Parce que on sait très bien que voilà, quand il s'agit après de faire la comptabilité c'est quand même des pays qui est responsable, donc ça cause tous les problèmes de la coordination. Que l'index existe pour que voilà, les volontarismes des villes. Déjà, il est différent parce que les pouvoirs des villes est très dépendant aussi des mandats qu'on vient leur donner, du niveau de décentralisation. Et après, il y a aussi tout l'aspect de coordination avec l'administration centrale. Donc, selon l'angle sur lequel on le regarde, ça peut être une dispersion de ressources. Effectivement, disons que quelque part, ça dit surtout que ce qu'il y a dans les NDC ne reflète pas forcément toutes les politiques mises en place dans le monde pour réduire les émissions. C'est-à-dire que ça reflète les politiques au niveau des pays, mais pas d'autres politiques qui peuvent aussi agir sur le même territoire, quoi. Et, voilà. Et après, pour plus de… Bon, voilà, là, vous avez la carte, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, si, accessoirement, en Europe, du coup, on ne prend pas en compte ce qui est fait au niveau des villes. Et simplement, lorsqu'on regarde, vous regardez juste ces deux ronds ici. En 2016, il y avait 14% des NDC qui prenaient en compte ce qui est fait au niveau des villes. En 2022, c'est 24%, donc quand même, heureusement, heureusement, en tout cas, ça progresse. Et là-dessus, voilà. Peut-être dernier point, pareil, hein, c'est juste des grandes idées, mais ce qu'il faut voir, c'est que donc, quand les villes agissent, elles agissent beaucoup en se coordonnant entre elles et en se renvoyant mutuellement de l'expertise. C'est-à-dire qu'il s'avère que beaucoup de questions qui se posent au niveau des villes sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est des questions qui se restent ouvertes en recherche. Par exemple, juste pour donner une anecdote personnelle, dans le cadre du GREC Île-de-France, une sorte de GIEC au niveau de la région, on est avec d'autres chercheurs beaucoup en contact avec la ville de Paris, la région Île-de-France. Et souvent, ils nous posent des questions en disant, mais voilà, il y a tel truc, on aimerait bien agir, comment on fait, enfin, que dit la recherche là-dessus? Puis on leur dit, bah, juste, ça n'a pas été étudié, quoi. Et en fait, c'est un cas dans lequel les questions pratiques vont très, très vite par rapport au temps de la recherche. Ce qui est cool quand on est chercheur, ça fait qu'il y a plein de questions. Mais du coup, par rapport à ça, il y a des centres d'expertise qui sont financés par les villes et il y a aussi eu la création de ce qu'on appelle des réseaux de villes. C'est-à-dire en gros des villes qui, indépendamment ou encouragées par les États, se mettent ensemble et de manière à se faire des retours d'expérience. Par exemple, si une ville a, je sais pas, voulu construire des pistes cyclables d'une certaine manière, bah, si ça a bien marché, le réseau, elle va contacter le réseau auquel elle appartient de manière à ce qu'il l'aide à faire un rapport pour communiquer auprès des autres villes sur comment elle a fait. Et donc, des réseaux comme ça, vous en avez pas mal, alors avec des différences, mais juste pour vous donner un exemple, en 2005, vous aviez eu le C40 qui avait été fondé, qui est qui regroupe, disons, des grosses villes. En 2007, vous aviez The Climate Registry, 2008, Covenant of Mayors, enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais vous en avez encore qui sont créés récemment. Mais voilà, juste pour vous dire que indépendamment ou en plus de ce qui est fait au niveau des États, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des villes elles-mêmes. Alors après, du coup, tout autant de moyens les unes que les autres, mais voilà. Et c'est spécifique climat et pas environnement. Non, c'est sur plein de thèmes. Il y a aussi des choses comme ça sur des questions sociales. Même historiquement, en fait, ça avait comment les premiers réseaux de villes, je sais plus, je crois que c'est des années… Enfin, il y en a au début du XXe siècle. Mais après, je crois que ça a surtout émergé, je ne vais pas raconter de bêtises, mais dans les années 60. Et donc, il y a eu un coup d'accélérateur sur les questions climat, notamment les questions de transport. Mais maintenant, il y a aussi sur plein de choses. Par exemple, vous avez, je ne sais pas si je l'ai cité ici, bah voilà, 100 Resilient Cities ou ICLEI, je ne sais pas si je l'ai mis, mais qui, elle, porte sur, voilà, ICLEI qui est ici, sur des questions d'adaptation, par exemple, et pas d'atténuation. Enfin, voilà, vous avez des choses comme ça. Et après, peut-être quelques caractéristiques de l'action dans les villes, c'est que déjà, d'une part, les transformations rapides semblent possibles. En fait, ça, c'est notamment ce qu'ont appris les retours d'expérience suite au confinement et à toutes les pistes cyclables qui ont pu être développées, alors à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Voilà, par exemple, il y a eu des choses similaires à Bogota, Buenos Aires, à Santiago, au Chili.
Et on estime, alors ça c'est les chiffres du GIEC, mais j'imagine que c'est que dans ces villes, que pour ces villes-là, qu'il y a eu dans ces cas-là une multiplication par 6 du nombre de cyclistes, de manière très rapide. Et donc, en tout cas, il semble qu'il est possible d'agir relativement rapidement. Et voilà. Et après, peut-être, dernier point là-dessus, c'est que une des difficultés avec les villes, c'est que chaque ville est différente d'une autre. Donc, en fait, on peut faire des retours d'expérience, mais on ne peut jamais calquer exactement ce qui est fait quelque part ailleurs. Et que parmi les caractéristiques des villes qui jouent, il y en a plein, il y a la culture, il y a le niveau de développement des pays, il y a la géographie, etc. Mais il y a une donnée qui est assez particulière, c'est la forme qu'ont les villes, en fait, l'infrastructure bâtie. Alors, dans le dernier rapport du GIEC, vous avez comme ça un graphique dans lequel vous voyez pour différents types de formes urbaines des villes en forte croissance, des villes qui sont plus en forte croissance, comme par exemple l'Île-de-France, et avec une croissance modérée, des villes de pays en développement, etc. Quel type de politiques peuvent être mises en place et quel peut être le potentiel. D'accord? Mais ça reste des choses relativement floues. Et peut-être juste pour illustrer tout ça, il y a un graphique que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. En fait, dans ce graphique, vous avez représenté à la même échelle Atlanta et Barcelone. Alors, Atlanta et Barcelone, en fait, c'est deux villes qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont quasiment la même population. 5,3 millions d'habitants à Atlanta, 5 millions à Barcelone. Et simplement, dans les deux cas, c'est deux villes de pays développés, avec du coup des qualités de vie, c'est pas identique, mais en tout cas, c'est disons le même ordre de grandeur. Simplement, pour tout un tas de raisons historiques, culturelles ou autres, elles n'ont pas du tout été construites de la même manière. Et Barcelone est beaucoup plus dense qu'Atlanta. En fait, elle est en gros 7 fois, enfin la surface est 7 fois plus faible, quoi. Et lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans les villes par personne, elles sont de 1,2 tonnes, disons, à Barcelone et de quasiment 7 tonnes à Atlanta. C'est-à-dire qu'elles sont en gros 6 fois plus élevées à Atlanta qu'à Barcelone. Et à votre avis, à quoi est-ce que c'est dû d'ailleurs? Pourquoi est-ce que cette forme comme ça Ouais, effectivement. Et en quoi est-ce que la forme comme ça, pourquoi est-ce que ça peut influer sur les émissions? En commun, oui. Ouais, c'est ça, il y a deux choses. D'une part, lorsqu'une ville est plus petite en taille, donc que statistiquement parlant, les distances parcourues sont plus courtes. Et d'autre part, quand une ville est dense, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un système de transport en commun efficace. En gros, à Barcelone, de mémoire, je crois qu'il y a 60% de la population qui vit à moins de 600 mètres d'une station de transport en commun, enfin de transport en commun de métro, quoi, transport en commun massif. Si jamais on voulait avoir la même accessibilité au transport en commun à Atlanta, d'après une étude d'Alain Berthaud, là, qui était à la Banque mondiale à l'époque, il faudrait 3400 km de ligne de métro. Ce qui n'est pas impossible, mais qui, bien sûr, serait très cher en termes de foncier et pas forcément rentable financièrement. Ouais. C'est de grandeur, ça va pour les 400 km. Par Paris, il y a combien? Et Barcelone en entier, Barcelone en entier, je crois que c'est. Ah, je sais plus. Non, c'est pas 100 km, un truc comme ça. Ouais. Mais. Ouais. Voilà, du coup, et donc tout ça, et le problème de ça, c'est que une fois qu'une ville est construite d'une certaine manière, c'est très dur de revenir en arrière. Une fois qu'une ville est très dense comme ça ou étalée, ou même quand on regarde les caractéristiques des quartiers, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et donc, pour revenir à ce que je disais au tout début, à la construction massive de villes à travers le monde, en fait, le gros enjeu qui est à l'heure actuelle, c'est de savoir comment ces villes sont construites. Parce que suivant qu'elles sont construites comme ça ou comme ça, ça va impacter les émissions de gaz à effet de serre des habitants, mais surtout, ça va impacter aussi les émissions de gaz à effet de serre des habitants dans les décennies à venir. Parce que pour revenir sur le graphique ici, donc bon, là, ce n'est pas forcément le meilleur graphique pour voir ça, mais par exemple, une des variables clés qui joue, c'est cette forme des villes. Et en fait, lorsqu'une ville est étalée, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on a beaucoup moins d'outils. Et c'est des outils plus compliqués à mettre en place, plus chers, que quand une ville est dense comme ça. Et oui, peut-être dernier point là-dessus, vous avez aussi des études justement qui regardent comment est-ce que les villes évoluent à travers le monde. Et vous avez notamment cette étude de Gunnar Alp
EAL de 2020, en fait, il regardait depuis les années 1970 comment est-ce que la densité je crois que c'est quasiment l'intégralité des villes dans le monde a varié. Donc là, en fait, ce qui est un peu flou, c'est chaque point représente une ville de différentes zones géographiques. Les couleurs, c'est les années. Donc, en gros, voilà, quand passer du bleu au blanc, c'est passer des années 70 aux années 2010. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour quasiment toutes les zones du monde, les villes aujourd'hui sont… Oui, pardon, et en ordonnée, c'est la densité des villes, en nombre d'habitants par kilomètre carré. Aujourd'hui, les villes sont moins denses que dans les années 70. Et en fait, la tendance est relativement monotone. Alors, ce n'est pas vrai partout, hein. Si vous regardez, par exemple, en Asie du Sud-Ouest, là, c'est plutôt stable, ça a baissé, puis maintenant, ça a remonté. En Asie de l'Est aussi. Mais en Inde, en Europe et en Amérique du Nord, par contre, la tendance est relativement claire. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Je ne vais pas me pencher là-dessus aujourd'hui. Mais voilà, et si jamais vous voulez voir une carte, donc là, c'est juste la variation de 90 à 2010, pardon. Lorsque les villes sont représentées en orange ou en rouge, c'est que la densité d'habitants y a baissé. Lorsqu'elles sont représentées en bleu, c'est que la densité a augmenté. Alors, il y a des villes où ça augmente, des villes où ça baisse, mais lorsqu'on regarde dans l'ensemble, donc on fait la moyenne par habitant, on obtient une baisse, quoi. Voilà, donc voilà le dernier, un peu ce que je vais vous dire en introduction là-dessus. Donc, j'espère que ce n'est pas des choses trop évidentes pour tous. Et du coup, alors je ne sais pas jusqu'à quelle heure il est. Désolé, je la montre. OK. 13h06. Je vais maintenant donc vous présenter un papier qu'on a sorti ce printemps, qu'on a écrit avec Charlotte Liotta, une demi-doctorante, et Félix Kreutzig, qui est un chercheur allemand du Mercator Institute for Climate Change. Et la question, c'était, OK, maintenant, lorsqu'on regarde tout ça, est-ce qu'on peut réussir à dire des choses sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des villes dans le monde? C'est-à-dire qu'il y a des travaux au niveau des pays, mais si on essaie de regarder ce que collectivement des villes peuvent faire, quel est le potentiel? Et puis, comment est-ce que ça varie avec les caractéristiques des villes? Et moi, ça, c'est la question, disons, générale. Ce qu'on a regardé de manière précise dans le papier, c'est les émissions liées au transport urbain, donc qui est juste un des postes d'émission hein, des villes. Et juste pour avoir des chiffres, les émissions liées au transport urbain, on estime que c'est 40% des émissions du transport dans le monde, c'est-à-dire que ça fait à peu près 8% des émissions globales de gaz à effet de serre de la planète. Voilà, et donc, ce qui se passe… Ouais. J'ai un doute parce que c'est 40% des émissions de CO2, parce que le transport, c'est essentiellement des émissions liées à la consommation d'énergie. Et je sais, oui, si, je pense que ça va être les émissions globales en prenant en compte le land use, du coup, émissions de méthane et tout ça, quoi. Ouais, parce que sinon, le transport, c'est plutôt un tiers. Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, donc peut-être juste un peu revue de littérature. En fait, il n'y a pas beaucoup de papiers qui ont regardé ça auparavant, simplement parce que c'est très dur d'avoir des données sur ce qui peut être fait par les différentes villes. Il n'y a pas de bonne base de données qui existe. Les villes sont très différentes les unes des autres. Et donc, les papiers, disons, principaux, c'était ce papier de 2015 de Félix Kreutzig, qui avait regardé 274 villes à travers le monde et qui estimait que en mettant en place des mesures qui qualifiaient de réalistes, on pouvait réduire les émissions de 25% en 2050 par rapport à 2015, je crois. Il y avait une étude faite par le C40, donc un des réseaux que je mentionnais tout à l'heure, avec l'aide de McKinsey, qui, elle, via différentes mesures, donc TOD, c'est du Transport Oriented Development, donc en gros, c'est faire de la planification urbaine pour augmenter, disons, le nombre d'habitants près des transports en commun. Par MRT, j'ai un doute. La marche, le vélo, voilà, des véhicules plus efficaces, etc., pouvaient atteindre 22%
de baisse des émissions. Vous avez la Coalition for Urban Transition, donc encore un autre réseau de villes qui, eux, estimaient qu'il pouvait y avoir 21% de baisse des émissions via des réductions de la demande en transport et des véhicules plus propres aussi. Et après, vous avez aussi des évaluations faites par des IAM au niveau mondial. Donc là, j'en liste quelques-uns. Ouais. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas avoir des pourcentages plus importants de réduction si on vise le net zéro, je veux dire, s'il reste des voitures en 2050, on va imaginer qu'elles vont être électriques, etc. Ouais. On pourrait imaginer qu'on atteint 100%. Enfin, c'est quoi la contrainte qui fait que là, on est toujours autour de 20%? En fait, c'est parce qu'à chaque fois, là, ils n'ont pas regardé comment atteindre le net zéro dans les villes. Ils ont juste pris quelques mesures. Et nous, on a fait pareil dans le papier. Donc là, par exemple, juste quelques politiques pour varier la demande en transport, mais qui ne sont pas du tout exhaustives, quoi. Et le passage à certains types de véhicules plus efficaces. Et ils ont juste regardé ce que ça donnait. D'accord. Du coup, Et en fait, quelque part, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus d'études comme ça qui évaluent plein de politiques possibles et qu'après, on se dise, OK, une fois qu'on a tout ça, est-ce qu'on arrive à atteindre le net zéro ou pas en mettant tout ça bout à bout, quoi. Mais pour l'instant, on est encore loin, justement. Mais effectivement, c'est un peu frustrant parce que, en gros, à chaque fois, on dit, regardez, c'est pas possible de réduire beaucoup. Enfin, beaucoup, un quart. Mais bon, on n'atteint pas zéro, quoi. Voilà, vous avez aussi l'étude de Kennedy Hall 2014 qui, elle, regardait, voilà, il y avait une trentaine de villes en fonction de la densité des villes et en fonction du contenu carbone de l'électricité, des grands types de stratégies. Alors, je ne sais plus ce que veulent dire leurs acronymes pour des grands types de stratégies, mais voilà. Et disons qu'une des limites de toutes ces études, c'est que très souvent, c'est des valeurs moyennes qui sont prises pour les villes. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va regarder quelle est la densité moyenne de telle ville ou quel est le nombre total de kilomètres de voies de transport en commun par rapport au nombre d'habitants, des choses comme ça. Et à partir de ça, on essaye de dire des choses à la louche. C'est ça, plein de caractéristiques locales, les villes ne sont pas prises en compte. Notamment les tailles de leur forme urbaine. Et après, il y a plein de mécanismes économiques qui ne sont pas regardés. Et typiquement, quelque chose qui joue beaucoup en pratique, c'est l'articulation entre le transport et le marché immobilier. C'est-à-dire qu'une des grosses difficultés lorsqu'on essaye d'agir sur les transports, c'est que quand on agit sur les transports, ça ne fait pas que agir sur les transports, ça change l'attractivité de plein de lieux, et donc ça change les prix immobiliers de plein d'endroits, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui y gagnent, plein de gens qui y perdent, et politiquement, c'est très compliqué. Et en plus de ça, sur le budget des ménages, ça joue beaucoup. Enfin, du coup, il y a toutes les rétroactions possibles qu'on peut imaginer. Et simplement, prendre ça en compte, c'est super compliqué parce qu'il faut avoir des modèles économiques, il faut avoir des données fines, etc. Et après, l'autre chose qui n'était pas regardée dans ces études, c'est tous les co-bénéfices de ces politiques qui, pareil, encore une fois, en pratique, jouent un grand rôle dans le fait de savoir si les politiques, jouent un grand rôle, en tout cas, pour essayer de convaincre les habitants que mettre en place ces politiques, c'est une bonne idée. Et après, une dernière étude que je vais mentionner, qui, elle, en fait, a fait quelque chose de différent. Ils ont fait une grosse revue de littérature et ils ont regardé ce qui était… à chaque fois qu'il y avait une étude qui a regardé dans une ville comment des politiques pouvaient réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, et ils n'ont pas fait ça à la main parce que c'était trop compliqué, ils ont utilisé du machine learning. Et ils estiment en faisant ça qu'on peut réduire, d'après les études qu'ils ont vues, les émissions d'environ 30% en 2050 par rapport à 2020. Mais ce qui est conclu aussi, c'est qu'en fait, c'est vraiment un chiffre à prendre avec des pincettes parce que les études ne sont pas du tout comparables les unes aux autres. En plus, il y a des disciplines différentes qui s'intéressent à ça, entre de la géographie, de l'ingénierie du transport, de l'économie du transport, de l'économie urbaine, et qui ne font pas forcément référence les uns aux autres. Donc, comparer les méthodes, c'est compliqué. Et donc, pour l'instant, l'état de la littérature ne permet pas vraiment de dire qu'on accumule des connaissances, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de connaissances partout, mais pour avoir une vision claire de ça, c'est compliqué. Et le dernier point, c'est que, donc ça, c'est la carte des cas d'études qu'ils ont analysés dans leur étude, c'est qu'en plus, il y a beaucoup plus de recherches dans les pays développés et en Chine que dans les autres pays. Et du coup, lorsqu'on fait une synthèse comme ça de la littérature, ce n'est pas du tout représentatif
des villes du monde. Alors ça, c'est un biais qu'il y a beaucoup dans tous les cas en recherche sur l'environnement, mais là, c'est particulièrement, disons, impactant sur les résultats, parce que quand on agglomère ce qui peut être fait au niveau des villes ici, c'est pas clair que ce soit représentatif de ce qu'il y a ailleurs, notamment de villes de pays en développement avec des questions d'informalité, des choses comme ça, quoi. Et surtout le problème de puissance démographique, Ouais. il va y avoir des pays du Sud qui seront les premiers intéressés par le phénomène d'urbanisation. Ouais. Bah ouais, carrément. Et plus toute la difficulté pratique de faire du machine learning qui fonctionne bien pour aller chercher les choses. Enfin, voilà, il y a aussi bien sûr des incertitudes même dans les résultats quand on fait ça, quoi. Voilà. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que alors je prétends pas du tout qu'on a répondu à tous les problèmes, mais ce qu'on a fait, c'est que on a pris un modèle qu'on appelle un modèle LUTI, donc c'est un modèle d'interaction transport-usage des sols, qui est, donc pour ceux qui connaissent, ça couple un modèle d'économie urbaine, de fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers dans les villes, avec un modèle de choix discret de transport. Alors, c'est un modèle qu'on a développé au CIRED, qu'on avait utilisé auparavant sur quelques villes à travers le monde. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un modèle qui est relativement simple à calibrer. C'est un modèle qui n'est pas très compliqué. Et dans un papier précédent, d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je pourrais vous envoyer, qu'on avait publié l'année dernière aussi, en fait, on avait montré, en rassemblant plein de données sur des villes à travers le monde, que le cadre théorique qu'on utilise là-dedans fonctionne bien pour décrire les villes. En fait, c'est une question en économie urbaine de savoir si ce cadre-là, qui n'est pas du tout un cadre qu'on a inventé nous, c'est quelque chose d'assez standard, mais dans quelle mesure ça marche vraiment pour décrire la réalité ou pas. Et en fait, voilà, dans cette étude, on a rassemblé les données, puis on a testé, et il s'avère que ça marche relativement bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà. Et l'autre point aussi, c'est que les sorties de ce type de modèle peuvent être utilisées pour évaluer les co-bénéfices politiques de transport. Alors, peut-être juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, j'ai pas mis de carte, je suis désolé. Donc, en gros, c'est ce type de modèle. Il décrit les villes de manière spatialement explicite. Donc, en gros, on prend une ville, on prend une grille, je sais pas, de 1 km, par exemple, de côté. On découpe la ville comme ça en plein de pixels. Et ce que va simuler le modèle, c'est pour chaque pixel, quel mode de transport les gens vont prendre, où est-ce qu'ils vont aller, et quel va être le prix de l'immobilier. Et puis aussi, si jamais on regarde de manière dynamique en fonction du temps, quelle va être la construction qui va avoir lieu pour un certain scénario démographique, puis des scénarios de régulation d'usage du sol. Et ça, c'est ce que simule le modèle. Et pour faire ça, ce qui prend en entrée, c'est d'une part des cartes du réseau de transport, donc savoir où sont les transports en commun, où sont les routes, quelle est la vitesse dans les transports en commun sur les routes, etc. Ce qui prend en entrée, c'est à l'instant de départ à quoi ressemble la ville, où est-ce que c'est construit ou pas, où sont les lieux disons, attractifs pour les gens, là où ils veulent aller. Donc, là pour faire simple, c'est les lieux d'emploi. Et ça prend aussi en compte des données sur le revenu des ménages, etc., de manière à pouvoir calculer un budget et donc dire des choses sur les prix immobiliers. Puis aussi, bien sûr, on doit paramétriser la fonction d'utilité des ménages qui explique comment ils font l'arbitrage entre se déplacer beaucoup ou payer cher leur logement, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais C'est ouais. un modèle à genre représentatif ou budget-based? Non, il y a un agent représentatif. Et justement, d'ailleurs, une des limites de tout, j'y reviendrai après, de tout ça, c'est que là, on a un modèle dans lequel on a un seul ménage représentatif. Donc, on suppose que tout le monde dans la ville est identique. Et donc, par exemple, on ne voit pas du tout des choses liées aux inégalités de revenus. Et je vous expliquerai pourquoi après. Ouais. Le fondement théorique, ouais. moins important, c'est le modèle Alonso. Ouais, c'est ça. En fait, c'est purement un modèle d'Alonso vraiment simple. Et enfin, si ce n'est que vous le... Voilà, mais géographique. Actionner. Ouais. Et ouais, c'est ça, qui est simplement, on le cale sur une géographie réelle et avec les vrais coûts de transport. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en entrée, on a aussi les régulations sur là où on a le droit de construire ou pas. Est-ce que vous modélisez également les choix d'utilisation des entreprises? Non.
Non. Là, Parce c'est. que, Ouais. du coup, vous avez une forme d'exogénité des endroits où vont travailler les gens. Ouais, complètement. Et là, c'est complètement. Et même pire que ça, c'est-à-dire que là, dans l'étude qu'on a faite, je vais y revenir, mais on n'a que des modèles monocentriques. On suppose que toutes les entreprises sont au Central Business District des villes, et puis qu'il n'y en a pas ailleurs. Ouais. Et alors, justement, ça, je vais y revenir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a récolté des données sur plein de villes à travers le monde pour pouvoir caler ce modèle dans chacune des villes séparément. Alors, pour faire ça, du coup, comment on a fait? Pour les données de transport, on s'est appuyé sur Google Maps. Donc, enfin, on a fait tourner des robots qui mesuraient les temps de transport d'un point à un autre de la ville en transport en commun, en voiture, etc. En Chine, c'était Baidu Maps parce qu'il n'y a pas Google Maps. On a fait des robots qui allaient récolter des annonces immobilières sur des sites proposant à la vente ou à la location des logements, de manière à avoir des cartes des prix immobiliers à travers les villes. Alors, du coup, c'est Quentin Lepetit, qui est ingénieur de recherche, qui s'est occupé de faire tout ça. Donc, à chaque fois, il devait vérifier d'abord que les sites étaient un vrai site, que ce n'est pas vraiment juste un site pour expatrier, qui aurait donné des informations pas représentatives. Voilà, il y avait plein de choses. Il fallait qu'on ait un nombre minimum de points par quartier pour qu'il n'y ait pas trop d'incertitudes, etc. Il y avait aussi des questions légales qui sont posées, c'est-à-dire est-ce qu'on avait juste le droit de faire ça ou pas. Ce qui fait que, par exemple, on a diffusé toutes ces données, on les a publiées dans Data in Brief, mais au début, on avait soumis le data paper, on présentait tout ça à Scientific Data, donc le journal de Nature qui propose des données, et ils nous ont dit c'est bien, mais juste, on ne veut pas prendre le risque de publier ça, quoi. Alors, après, on avait regardé légalement, et il s'avère que lorsqu'on est européen, on a le droit de le faire. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais une zone grise. Mais bref, donc on a fait ça. Et après, pour tout ce qui est la densité de population, là, c'est plus simple parce qu'il y a des bases de données mondiales qui existent, qui proviennent d'images satellites et qui utilisent des proxys comme l'éclairage de la nuit, par exemple, pour savoir quelle est la densité de population. Alors, à chaque fois, il y a des incertitudes, hein, c'est jamais des données parfaites du tout. Et on a récolté ça sur toutes les villes. Et un truc qu'on n'a pas réussi à récolter, alors maintenant, on a des pistes pour le faire, mais qu'on n'avait pas pu récolter, c'est la répartition des emplois. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas trouvé de base de données expliquant où étaient les emplois dans les villes. Et du coup, c'est à cause de ça qu'on a dû faire l'hypothèse que les emplois étaient au centre-ville, ce qui était, suivant les villes, plus ou moins vrai. Et pareil, on n'a pas trouvé de bonnes données sur les inégalités de revenus au sein des villes. Du coup, pour le revenu, on a dû prendre à chaque fois soit le revenu de la région urbaine ou le revenu moyen du pays, même dans certains cas, parce qu'on n'avait pas trouvé plus fin. Alors depuis, il y a des projets qui sont développés, qui essayent de regarder ça, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de bonne base. Et justement, après, ce qu'on a fait, c'est que dans toutes ces villes, en fait, on n'a pas tout gardé pour le papier. Au début, on avait choisi 281 villes, alors qu'on avait choisi pour qu'elles aient toutes plus de 300 000 habitants, pour qu'elles soient relativement bien réparties à travers la planète. Et ensuite, on a appliqué des critères d'exclusion. Déjà, si on n'arrivait pas à récolter les données, si les données qu'on récoltait n'étaient pas de suffisamment bonne qualité, par exemple, si jamais il y avait des problèmes de cohérence interne. Typiquement, si le prix de l'immobilier était le prix des loyers, par exemple, qu'on récoltait, était plus cher que le revenu des habitants, c'est qu'il y avait un truc qui ne marchait pas et ce n'était pas exploitable. Et après aussi, on a essayé de garder que des villes dans lesquelles les hypothèses de modélisation qu'on avait, notamment le fait monocentrique, paraissaient pas complètement aberrantes. Donc, pareil, on a dû exclure des villes pour lesquelles, de manière relativement sûre, en fait, il y avait des gros pôles d'emploi, et donc ça n'aurait pas du tout marché de considérer qu'il y avait un seul centre. Et lorsqu'on a fait tout ça, ça a plus que divisé par deux, et on a abouti à 121 villes au total, qui sont ces villes ici. Et notamment, la tristesse qu'on a eue, c'est qu'il ne restait aucune ville en Afrique. Ouais. Est-ce que sur la modélisation, est-ce que vous êtes sur un modèle monocentrique, etc. Le modèle de la mesure, il est bien conçu par rapport à une ville américaine. Ouais. Au sens où, effectivement, le centre que vous avez que comme centre on va travailler. Ouais. Une ville européenne, ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a eu un article, je crois que c'était 6 ou je sais pas quoi, qui ouais. Pourquoi le centre de Paris était cher et pas celui d'être ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour comprendre les villes européennes, introduire des sources d'aménités. Ouais. Alors, diverses, qui peuvent être des aménités culturelles,
etc. Et ça, vous l'avez fait ou pas? Alors justement, ça, c'est ce qu'on a testé dans le papier d'avant. Je ne me suis pas étendu dessus, mais donc, un papier qu'on avait fait à l'automne dernier, c'était en fait avec tout sur l'ensemble des villes. On avait testé dans quelle mesure est-ce que le modèle d'Alonso simple, sans aménité, fonctionnait bien ou pas pour représenter les prix immobiliers et la densité de population. Ouais. Et en fait, ça marchait bien, pas partout, hein, mais dans plein de villes. Et ça, c'était un des critères le critère de modèle fit. Mais alors, ça, pour le coup, moi, j'étais surpris, je ne m'attendais pas. Si, alors, ça marche ultra bien. Par exemple, à Paris, alors, mais je ne m'attendais pas non plus. Hein. La pente des prix, lorsqu'on part de Paris, c'est, enfin, des loyers, hein, pas les prix, il y a des trucs de spéculation, c'est différent, mais lorsqu'on prend les loyers, la pente, elle colle vraiment très, très bien à, on prend la durée des trajets par minute et on applique le salaire moyen par minute. Et ça fait quasiment la décote qu'on observe, quoi. C'est parce que, en fait, une des raisons, je pense, c'est que la théorie du modèle, c'est que donc on applique donc le modèle, si on fait un arbitrage entre payer cher mais être près des endroits qui nous intéressent, par exemple les centres d'emploi, ou payer pas cher mais être loin. Et donc la question, c'est comment on fait l'arbitrage. Et lorsqu'on creuse un peu, en fait, l'arbitrage, c'est on regarde le désagrément lié au transport. Et en fait, tout ça, c'est cohérent avec le fait de dire qu'on fait un aller-retour au centre de Paris. Et donc, si on fait un aller-retour pour aller travailler et pour les loisirs en même temps, en fait, du coup, ça marche. Je ne sais pas si c'est ça, je n'ai pas creusé plus, mais ouais, non, ça collait bien. Après, par contre, effectivement, le point, c'est que sans creuser plus, peut-être qu'en fait, c'est un énorme biais et qu'il y a juste des trucs qui se compensent et qui font que ça colle bien. Et ça, pour l'évaluer, en fait, il faudrait des données au fur et à mesure du temps, au moins. Et ça, on n'a pas, par contre. Parce que ça, on l'a récolté une fois. Alors, on avait sur quelques mois, mais ce n'était pas suffisant du tout. Puis, en fait, il nous fallait quelques mois pour avoir suffisamment de points. Et moi, ce que j'espère d'ailleurs, c'est parce que ça, c'était comme un peu fastidieux à récolter. Si jamais ça pouvait devenir plus simple d'avoir accès à des données comme ça sur les prix immobiliers, juste ça simplifierait tout, quoi. Parce que là, raisonner sur juste une année donnée avec des données qui nous paraissent bien, mais en même temps, on a peut-être fait des erreurs. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Mais donc, peut-être juste pour finir, donc les villes qu'on a gardées, voilà, il s'avère que ça fait quand même 13% de la population urbaine mondiale. Et alors oui, c'est juste pour vous montrer les types de données qu'on a récoltées. Donc là, vous avez par exemple, donc là, c'est pour Bombay en Inde. Voilà, les temps de transport. Donc, on avait décomposé la ville en pixels. Et puis, là, c'est le centre-ville. Enfin, là, pareil, il y avait plein de choses pour comment on définit le centre-ville. Donc, on a différents critères, on pondérait, etc. Et là, vous voyez à chaque fois le temps de trajet. Là, ça doit être en voiture pour atteindre le centre-ville de Bombay depuis voilà, chacun des points de la ville. Là, vous avez, donc là, c'est les prix immobiliers par mètre carré. Là, c'est au Cap, en Afrique du Sud, dans différentes zones. Là, pareil, avec le centre-ville ici. Ici, vous avez autre type de données qu'on a récolté, c'est la taille moyenne des logements. Donc là, en l'occurrence, la taille moyenne des logements des annonces, en espérant qu'elle soit bien représentative du stock à un moment donné. Donc après, ce n'est pas irréaliste parce que quand on est vers le centre-ville, les logements sont plus petits, sûrement parce que les prix sont plus chers, puis quand on s'écarte, la taille de logement augmente. Et là, vous avez la densité de population. Donc là, en l'occurrence, c'est à Istanbul, voilà, juste pour illustrer un peu. Et dernier point, là, c'est pour montrer l'accord du modèle. Donc, une fois qu'il a été calibré, donc sur chaque ville, on calibre les paramètres du modèle par une estimation structurelle. Une fois qu'on a fait ça, ici, vous avez à chaque fois en noir, c'est les points de données. Donc là, c'est densité de population, là, c'est les loyers par mètre carré. Et en rouge, c'est la simulation du modèle. Et donc, voilà, pour différentes villes, donc c'est pas parfait, hein, ça colle jamais bien, mais disons que grosso modo, à chaque fois, on capte relativement bien la forme que ça a, quoi. Même si, bien sûr, pour coller bien, il faudrait intégrer beaucoup plus de trucs. Par exemple, la qualité des quartiers, des choses comme ça. Mais là, c'est l'aspect des choses qu'on a faites. Et donc, après, en ayant ça, donc, on a calibré le modèle sur toutes ces villes. Donc, on avait des paramètres du modèle, on avait les données, on a fait tourner un algorithme d'estimation. Ça nous a donné le modèle paramétrisé sur toutes les villes de l'échantillon. Et là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelles pouvaient être les conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre de 4 types de politiques.
l'idée, c'est que chaque politique qu'on a regardée, l'idée, c'était que ce soit une représentation simplifiée d'un grand type de politique que les villes peuvent mettre en place. Il fallait que ce soit des politiques relativement simples pour qu'on puisse les appliquer à chaque ville. Donc, c'est des choses très schématiques. Et on a fait des simulations entre 2020 et 2035 en se posant que les politiques étaient mises en place de manière brutale en 2020. Et voilà, pour faire évoluer les villes entre 2020 et 2035, les inputs qu'on avait, c'était des scénarios de croissance de population venant c'est les scénarios des Nations Unies, des scénarios de croissance économique des pays qu'on avait pris de simulations faites par IMACLIM, donc un IAM mondial, etc. Et après, ce qu'on a fait, c'est que donc, dans ce scénario, on regardait les conséquences de ces 4 politiques pour chacune des villes. Et les conséquences qu'on regardait, c'était d'une part les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de la ville, et d'autre part, un certain nombre de dimensions de la qualité de vie, en l'occurrence du welfare des habitants, prenant en compte d'une part des dimensions économiques, par exemple le prix de l'immobilier moyen payé par les habitants, et des dimensions de santé. Je vais revenir dessus après. Alors, les 4 politiques, pour aller très vite, je ne sais pas combien de temps il me reste. 13h30. Là. Et je devais finir à 13h30. À peu près, ouais. Ok. Peut-être si je prends 5 minutes. Après, il y a des questions. Ouais, d'accord. Alors, 10 minutes. Donc, première politique, c'était une politique de taxation des trajets en voiture, des trajets en véhicule à essence. Et voilà, l'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'on a regardé une politique une augmentation du prix de l'essence de 30%. C'est représentatif de plein de choses possibles. Par exemple, ça peut représenter une taxation locale des voitures ou un péage urbain étendu à l'ensemble de l'agglomération, etc. Et ce qu'on a pris, voilà, on a pris ce chiffre-là parce que ça correspond à c'est un chiffre qui venait d'un rapport de la Banque mondiale. Et important, on suppose que le revenu de la taxe est redistribué à l'ensemble de la population urbaine. Donc à chaque fois, on travaille à budget nul. Et du coup, là, il y a des habitants qui perdent, ceux qui se déplacent en voiture, mais tout le monde, sinon, gagne de l'argent, en tout cas, voit une baisse de ces impôts locaux grâce au revenu de la taxe. On suppose que c'est recyclé localement. Quoi. Oui, mais vous n'avez pas les effets revenus. Les problèmes, parce que dans les données, vous n'avez pas les effets régressifs. Ouais, on suppose que tout le monde gagne autant. Mais il n'y a pas d'incidence, par exemple, sur la demande d'espace. Si, ça par contre. Donc ça impacte donc, le revenu des individus. Ça impacte les prix immobiliers. Ça impacte la demande d'espace des individus. Ouais, éventuellement leur besoin de s'éloigner pour avoir plus d'espace. Ouais, ça complètement. Ça par contre, c'est pris en compte. Ensuite, la deuxième type de politique, c'était la construction de transports en commun. Et donc, la politique représentative de ça qu'on a fait, c'est la construction d'un BRT. Un BRT, c'est un Bus Rapid Transit. En français, je crois que le nom, c'est bus à haut niveau de service. C'est quelque chose comme ça. C'est un bus qui, en fait, roule en site propre. Et pour rentrer dans le bus, vous devez passer par des stations comme ça, un peu comme le métro. C'est-à-dire que vous payez à l'entrée de la station. Et du coup, en fait, c'est quelque chose il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y a ça dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud. Et ça permet d'avoir des bus qui vont quasiment aussi vite que des métros, quoi. Parce que vous ne perdez pas de temps à rentrer dans le bus, toutes les portes s'ouvrent d'un coup, c'est en site propre, donc il n'y a pas de problème d'embouteillage, etc. Mais ça coûte beaucoup moins cher à faire. Et bon, il s'avère que c'est une politique qui est relativement adoptée à travers le monde. Et puis, c'est relativement simple à simuler. Et on a supposé, alors de manière très à la louche, que un BRT comme ça a été mis en place dans toutes les routes principales des villes de l'échantillon. Ce qui est bien sûr quelque chose de pas du tout optimal, mais voilà, c'était la manière simple de regarder. On suppose que ces BRT roulent à 40 km/h, ce qui est une vitesse un peu représentative, et que le coût de construction, voilà, c'est 12,23 millions, avec un taux d'intérêt à 5%. Bon, on a essayé de trouver des chiffres représentatifs. Et encore une fois, on suppose que tout le coût est porté par les habitants locaux. C'est vraiment les habitants locaux qui voient une augmentation de leurs taxes pour payer le BRT. Il n'y a pas au niveau national. Ah oui, non, on n'a pas d'impact de ça sur la congestion pour le coup. Ouais, ça on n'a pas parce qu'on n'avait pas de modèle de congestion suffisamment bien. Mais oui, ça c'est une bonne remarque. Il y a du choix de modèle. Et oui, pardon, oui. Et ce que j'ai pas dit, oui. Donc en fait, les modèles qu'on a, c'est
modèle d'économie urbaine et un modèle de choix modal. Mais en fait, d'ailleurs, dans nos résultats, c'est surtout le choix modal qui joue sur les émissions. L'économie urbaine, elle va jouer sur l'impact sur le welfare, puis dans les scénarios, sur l'évolution de la ville en fonction du temps. Mais les émissions, c'est tellement relié au partage modal qu'en fait, c'est surtout le choix modal qui joue. Le choix modal, il est basé sur l'équivalent salaire, le temps de transport. Ouais, c'est donc le choix modal. Donc, dans les villes qu'on a simulées, donc il faut imaginer sur chaque point de grille, on avait le temps de transport pour aller au centre-ville en voiture, temps de transport en transport en commun et le prix associé. Et donc, pour chacun des modes, on a calculé un coût généralisé de transport qui combine les deux en prenant comme coût du temps le revenu moyen par minute. Et on comparait les deux pour savoir quel était le mode de transport pris par les habitants à chaque endroit. Enfin, vraiment la chose la plus simple possible. Ça veut dire que les individus d'un endroit ont tous le même ouais. type de transport. Oui, en fait, moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on ait un modèle de choix discret avec un logit, enfin, dans des pourcentages. Mais en fait, on n'avait pas les données pour le calibrer. Et donc, du coup, on aurait pu avec des coefficients. Mais je me demande même si on n'avait pas testé, ça n'aurait pas changé grand-chose aux résultats globaux. Ça aurait ajouté une valeur, mais ouais, là-dessus, effectivement, on aurait pu. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de oui, parce que là, c'est uniquement un arbitrage financier. Et du temps de transport. Oui, c'est intéressant. Ouais. Mais en termes de flexibilité en transport, de confort, etc. Il y a pas de non, ça, on n'a pas. Ça, ce serait possible de le faire par la suite en modulant ces coûts justement par un équivalent monétaire du confort, des choses comme ça. Mais en fait, toute la difficulté dans l'étude, c'était ça, c'est la balance entre réussir à avoir des choses sur toutes les villes. Mais par contre, si vous avez des idées justement sur comment faire ça sur plein de villes, moi, je suis vraiment preneur. Et après, troisième type de politique, c'est l'obligation d'avoir des véhicules moins émetteurs en CO2 par kilomètre. Et donc, bon, voilà, j'ai passé, les chiffres qu'on a pris, ça venait de scénarios de l'AIE. Et là, par contre, point très important, c'était la question de quel est le prix pour les ménages de faire ça. Parce que soit on peut supposer qu'ils doivent payer un prix parce qu'ils doivent changer de véhicule, mais en même temps, ils ont des gains parce qu'ils ont des véhicules moins polluants. Donc, pour faire simple, on a supposé qu'il n'y ait pas de prix pour les ménages de cette politique. Ce qui est bien sûr une limite, mais voilà, là, on n'avait pas de meilleure idée. Mieux que, en fait, l'hypothèse, c'est que les coûts sont au bénéfice. Oui, exactement, ouais. Et que, du coup, si les ménages ne prenaient pas ces véhicules, c'était pour d'autres raisons, voilà. Et après, dernière politique, c'était donc qui concernait cette fois-ci plutôt l'aspect Alonso du modèle, c'était une politique de ceinture verte. Donc en fait, c'est une politique dans laquelle c'est une politique d'urbanisme restrictive. Donc on interdit de construire dans plein de zones. Et en fait, là, ce qu'on a simulé, c'est que si la politique était mise en place, ça voulait dire qu'après 2020, dès qu'une zone n'était pas desservie par des transports en commun, donc desservie, ça voulait dire dès que c'était une zone dans laquelle les gens n'utilisaient pas les transports en commun à l'année initiale, on n'avait juste pas le droit de construire des logements. Donc, bien sûr, c'est très abrupt, mais voilà. Et par contre, si on fait ça, du coup, ça veut dire que comme il y a quand même des scénarios de croissance démographique, il fallait construire quelque part, et donc on pouvait que construire près des transports en commun. Et en fait, le fait de restreindre comme ça ce qui est accessible à la construction, ça amène à une augmentation des prix immobiliers, calculée de manière endogène par le modèle. Et ouais. Est-ce que vous limitez la densité dans un de vos scénarios? Ouais. Parce que j'ai l'impression, il y a un niveau maximum. Parce que sinon, pour moi, ils ont tous les mêmes choix de transport, ils travaillent tous au même endroit, qui sont tous équivalents en termes de revenus. Ils vont juste tous se concentrer dans le même temps. Alors, pas exactement. En fait, c'est vrai que j'avais enlevé les slides pour aller plus vite, où je présentais le modèle. J'aurais dû les mettre, je suis désolé. Donc, en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que donc la partie construction du modèle, en fait, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez les ménages qui regardent, disons, l'offre et la demande, et ça détermine le prix immobilier partout dans la ville. Et vous avez des promoteurs qui, eux, construisent. Et en fait, un promoteur, s'il construit trop dense, ça va lui coûter trop cher par mètre carré.
Donc, en fait, voilà, il y a un niveau de densité qui est le truc optimal. Et par contre, ce qui se passe, c'est que plus les prix immobiliers sont élevés, plus le niveau optimal il est élevé, quoi. Donc, plus un quartier est cher, plus on va construire dense. Mais très vite, enfin voilà, si on commence à construire trop dense, en fait, ça coûte trop cher au mètre carré parce que c'est plus compliqué techniquement, etc. Et là, ça marche plus, quoi. Ouais. Au contraire, ça simplifie la résolution parce que c'est une relation de différence. Donc, c'est les rentes immobilières qui rendent toute localisation indifférente par rapport à l'autre. Et oui, ouais, effectivement. Et après, voilà, très vite, hein, les indicateurs qu'on simulait, enfin qu'on regardait en sortie des simulations, c'est d'une part les distances faites en voiture multipliées par le niveau moyen d'émissions des voitures. Ça permettait de calculer les émissions liées au transport urbain. Et ensuite, des co-bénéfices sur la santé liés à la pollution de l'air, au bruit, aux accidents de la route. Et puis, oui, pardon, je n'ai pas dit, dans les modes de transport, on avait aussi la marche. Et les effets positifs sur la santé liés au fait de se déplacer en marchant ou en vélo, d'ailleurs. Et donc, pour calculer ça, en fait, on a pris directement un modèle de l'Organisation mondiale de la santé auquel on donne voilà, les kilomètres parcourus en voiture, les niveaux d'émissions de polluants dans les différentes villes, et puis qui calcule tout ça. Et on regardait aussi les aspects économiques, c'est-à-dire l'impact des politiques sur le revenu des ménages, l'impact des politiques sur les coûts de transport et sur les prix immobiliers. Et voilà. Et après, la question, c'est comment on fait pour agréger tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a pris des équivalents monétaires de ça, donc qui venaient aussi du modèle de l'OMS, qui permettait de tout agréger en un chiffre monétaire. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui étaient dans la fonction d'utilité de notre modèle. Et donc, en fait, équivalent monétaire qu'on met sur le budget et fonction d'utilité, ça permettait d'avoir une variation du welfare total dans la ville quand on met en place ces politiques. Bon, je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Et donc, lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si on met en place les 4 politiques, donc chacune des villes, on obtient des baisses d'émissions qui sont représentées ici. Donc là, plus le point est sombre, plus la baisse d'émissions est prononcée. Et ici, vous avez les résultats politique par politique. Le message principal, c'est que d'une ville à l'autre, les politiques n'ont pas du tout le même impact, suivant les caractéristiques de la ville, suivant qu'il y a beaucoup de transports en commun ou pas à l'étape initiale, suivant le revenu des habitants. Voilà. Et au total, si on met en place toutes les politiques sur toutes les villes, on obtient en 2035 28% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, comparé au scénario dans lequel on n'a pas mis en place ces politiques. Ça, c'est le premier résultat. Et lorsqu'on regarde après les impacts en termes de welfare, donc là, vous avez les différentes dimensions du welfare. En jaune, c'est ce qu'il y a dans la fonction d'utilité, c'est la composante économique. En bleu, c'est les composantes santé. Et du coup, chacun des points là représente une ville. Et voilà, donc je sais pas, pour illustrer, là, si on prend les coûts moyens de l'immobilier, la politique d'interdiction de la construction, elle fait beaucoup augmenter les prix de l'immobilier. Voilà, ça mène une augmentation des prix immobiliers, ce qui est négatif en termes de welfare. L'augmentation, par contre, si on regarde la variation des coûts de transport, donc qui est une des grosses composantes du budget des ménages, si on restreint la construction, si on permet la construction que près des transports en commun, en fait, ça diminue le budget des ménages pour les transports parce qu'il y a juste plus de gens que dans le scénario où on n'a pas fait ça, qui peuvent se déplacer en transport en commun en payant moins cher qu'en voiture. Voilà. Et ici, pareil, vous avez les cartes des impacts des politiques sur le welfare agrégé. Donc pareil, voilà, chaque politique amène à des impacts différents. Et surtout, point important, il y a des politiques qui améliorent le welfare, d'autres qui le baissent. Et ça dépend des villes. Après, ce qu'on a regardé, c'était quelles étaient les caractéristiques des villes qui influaient sur ces résultats. Donc, on a pris tout un tas de variables. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le message principal, c'est que même en prenant plein de variables, en fait, et en faisant des régressions, on n'arrivait jamais à obtenir des R2 très élevés. C'est-à-dire qu'en prenant les variables qui nous paraissaient pouvoir expliquer pourquoi le modèle allait fonctionner dans les villes, en faisant des régressions linéaires, on n'arrivait jamais à bien anticiper la réponse du modèle.
Et en fait, la conclusion de ça, c'est que utiliser un modèle, même s'il n'est pas très compliqué, mais un poil compliqué, enfin plus compliqué que des régressions linéaires, ça semble vraiment utile ou vraiment nécessaire pour anticiper les choses. En tout cas, on peut difficilement émuler ce type de modèle par simplement des régressions linéaires. Et après, dernier point, c'est que voilà, chaque politique impacte chaque ville de manière différente. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si pour chaque ville, on prend juste les politiques qui améliorent le welfare? En disant, voilà, on veut améliorer le welfare des habitants. Pour chaque ville, on prend toutes les politiques, enfin plutôt à chaque fois le panel de politiques qui baisse le plus possible les émissions tout en maintenant une amélioration du welfare, en ne dégradant pas le welfare. Et donc, si on fait ça, voilà, suivant les villes, il y a soit toutes les politiques qui jouent, soit que quelques-unes. Dans chaque ville, il y avait au moins une politique qui réduisait les émissions en améliorant le welfare. Et lorsqu'on fait ça, on obtient ces graphes-là. Et le message principal, c'est que lorsqu'on fait ça, la baisse d'émissions qu'on obtient en 2035 par rapport à 2020, c'est 22%, par rapport à 28% tout à l'heure. C'est-à-dire que simplement, si on ne garde pour chaque ville que le panel de politiques qui améliore le welfare, on capture l'essentiel des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ou pour dire ça autrement, il semble, dans ces simulations, en tout cas avec les hypothèses, possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans toutes ces villes d'un facteur modeste, mais voilà, significatif, tout en améliorant le welfare des habitants. Voilà. Ouais. La baisse de welfare. Si on met tout en place. Ouais. Alors je sais plus. Je peux retrouver, mais je sais plus. Après, l'autre point, et ça c'est une des conclusions, c'est qu'en fait, là vous avez vu les politiques qu'on a mises en place, on a pris des trucs schématiques, c'est pas des politiques adaptées à chaque ville. Par exemple, typiquement la ceinture verte, en vrai, il y a des villes où en favorisant, enfin, on pourrait vraiment trouver des politiques plus efficaces et tout ça. Donc, ce chiffre-là, il est, a priori, il est complètement sous-estimé, quoi. En adaptant spécifiquement les politiques à chaque ville, on devrait pouvoir atteindre des baisses d'émissions beaucoup plus importantes, tout en y améliorant le welfare. Et après, effectivement, toute la question serait de voir la balance. Voilà. Et donc, comme conclusion, peut-être première chose au niveau de la méthodologie, en fait, toute cette étude, ça a été permis. Les modèles, ils sont pas spécialement originaux. Simplement, c'est le fait d'avoir les données qui a permis de faire ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de données sur les villes à travers le monde. Alors, ça va pas non plus si vite que ça, mais il y en a quand même de plus en plus. Et du coup, aujourd'hui, il commence à devenir possible de simuler d'un coup ce qui se passe dans plein de villes à travers le monde. Ce qui n'était pas forcément possible avant. Voilà, les scénarios qu'on fait, il s'avère que c'est de la désagrégation de scénarios globaux. Donc, on peut utiliser ce type de modèle pour regarder, par exemple, pour décliner au niveau local les SSP ou toutes les simulations possibles de modèles IAM mondiaux. Ça permet de regarder comment certaines politiques, notamment les politiques de planification urbaine, impactent les émissions. Ce qui est en fait pas possible de faire si on n'a pas des modèles comme ça géographiques et qui regardent chaque ville une à une. Donc, ça permet au niveau des exercices de prospective mondiale d'analyser de nouveaux types de politiques. Et ça permet aussi de regarder comment ces politiques influent sur le budget des ménages. Donc là, on n'avait aucune rétroaction macroéconomique, mais des suites de ça, j'aimerais bien faire, c'est de regarder, après, vu la place de la consommation de logements dans le budget des ménages et dans l'économie globale des pays, il y a sûrement des choses à regarder. Et voilà. Et après, peut-être au niveau des conclusions sur les villes, le fait que les caractéristiques locales des villes influent beaucoup et que même au sein des mêmes pays, on avait des réponses complètement différentes d'une ville à l'autre, suivant vraiment les caractéristiques fines, que cette dépendance, elle est complexe, voilà, qu'on peut avoir des effets positifs sur le welfare, et après que par contre, quand même, on n'a pas non plus accès à toutes les données qui seraient utiles. On n'a pas d'inégalité de revenus, on n'a rien sur les emplois. Donc, par exemple, des politiques de planification qui feraient la création de centres secondaires d'emploi, ça, on peut juste pas le regarder. On n'a pas de ville africaine.
on n'avait rien, on n'avait pas les données sur le vélo. On n'avait pas récolté ça à l'époque avec Google Maps, et après c'est devenu payant, donc on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas de budget non plus. Et du coup, on n'a rien pu dire sur le développement de pistes cyclables, par exemple. Voilà. Et dernier point, alors je vais m'arrêter là-dessus. L'autre point, je pense, plus important au niveau pratique, c'est que ça semble possible d'améliorer le welfare d'un individu moyen. Mais déjà, si on prend en compte des inégalités dans la population, là, ça peut être différent. Et puis, l'autre chose, c'est que le welfare, c'est une des dimensions de l'acceptabilité politique de la mise en place de stratégie climat, mais ce n'est pas du tout la seule. Et que, voilà, il y a sûrement des choses à faire là-dessus. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais présenté après des papiers, des choses qu'on fait justement sur les inégalités. Mais je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul. Mais voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, désolé d'avoir été un peu long. Voilà. Et merci à vous. Ouais. Peut-être une manière de comparer justement les différents types de politiques. Est-ce que ça peut aller sur ouais. Et comparer, est-ce que par exemple, les mesures sont liées en termes de welfare, est-ce que c'est mieux accepté ou pas? Quelle est la corrélation? Ouais, c'est clair. Après, je pense que le côté inégalité va jouer énormément. Mais ouais. Mais effectivement, ouais. Alors, vous avez parlé d'exogène. Ouais. À quel moment? Ah, c'est les centres d'emploi qui étaient. Oui, donc c'était pour. En gros, ce qu'on variait pas dans le modèle. Et donc ici, en fait, ça, c'est les trucs qu'on n'a pas pu prendre en compte. C'est notamment où sont localisés les emplois dans la ville. Et du coup, on n'a rien pu dire sur, d'une part, des dynamiques de localisation des emplois. Peut-être qu'avec les modifications de l'économie au cours du temps, en fait, les emplois vont se répartir différemment d'aujourd'hui, ni sur des politiques visant spécifiquement à créer des centres d'emploi à différents endroits d'une ville. Mais je ne sais pas du tout si je réponds à votre question. Ah oui, du coup, exogène, c'est ce qu'on prend comme scénario d'entrée par opposition à ce que le modèle simule de lui-même. Par exemple, ici, les prix immobiliers sont simulés par le modèle, alors que la taille de la population de la ville, c'est quelque chose qu'on prend en entrée et qu'on prend comme une donnée, quoi. Donc, ouais. Je me disais pour vos régressions wireless, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de contrôler par les effectifs inobservés des villes? Ouais. Comme ça, vous aurez des RKI acceptables. Et vous saurez également la significativité de chaque ville. Alors, effectivement, après, comme on avait un résultat par ville, si on contrôlait par ville, on avait autant de variables dans la régression que de points de données à régresser. Du coup, ça, on ne pouvait pas non plus. Voilà, ça expliquait à 100%. Quoi. Ça va remettre forcément une ville d'emploi. Ah oui. En gros, l'idée, c'est d'avoir déjà un RKI acceptable et puis ça vous permettra aussi de savoir si les variables que vous présentez comme étant importantes pour expliquer notamment les variables. Ouais. Ils vont rester en fait après. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop creusé. On a essayé aussi de faire du clustering, par exemple, de regarder, mais il n'y avait rien qui donnait. Enfin, ouais. On n'a pas exploité ça plus que ça. Ouais. Ouais. Comment vous estimez les paramètres liés aux préférences? L'aversion à la pollution, préférence pour la surface? Ouais. Alors, aversion à la pollution, on n'avait pas. On avait purement un équivalent monétaire des problèmes de pollution d'air et on grevait ça au budget des ménages. Et après, tout ce qui est santé, voilà, c'était vraiment, on prenait des évaluations chiffrées de l'OMS et on met ça dans le budget et point barre. Et après, par contre, tout ce qui est le comportement des ménages par rapport au logement, ça, c'était plus fin, enfin, c'est dans la fonction d'utilité
de la partie économie urbaine du modèle. Et ça, c'était estimé structurellement sur les données de prix immobilier. Donc, en fait, on avait le budget des gens, des données sur les prix immobiliers, puis des données sur la taille des logements. Et puis, en mettant tout ça ensemble, on en tirait les paramètres de la fonction d'utilité qui faisaient que ça reproduisait le mieux le comportement des habitants en termes de dépenses, puis de choix de taille de logement, quoi. Alors, j'ai jamais été complètement au clair sur la différence. Là ce qu'on faisait… Vous avez un modèle probabiliste de génération de données pour faire ça, vous cherchez juste des paramètres qui minimisent les distances. Oui, c'est ça. Enfin, on faisait un maximum de vraisemblance. Donc, on avait une distance. Et ouais. C'est des fois quand c'est très linéaire. Ouais. Quand c'est très non linéaire. Ouais. Ça peut être plus facile de la équilibrer. Oui. Mais alors, d'ailleurs, ouais. Je serais pas, parce que j'avoue que j'ai jamais été complètement au clair avec la définition. Pour moi, pour estimer, il faut qu'il y ait un modèle probabilistique. D'accord. Donc, on refasse. Ouais, je vais bien en discuter après. Enfin, si vous avez… Ouais. C'est peut-être la question de la est-ce que vous avez cherché à regarder quelles sont les caractéristiques des villes qui expliquent qu'une mesure va être plus Ouais, oui. Ça, on a regardé. C'est voilà, ce qu'on avait ici. Donc, on avait des choses avec dans la régression, en tout cas, des choses significatives. Et après, c'était à chaque fois, ça faisait sens par rapport au comportement du modèle, quoi. C'est ça. Ou suivant la croissance de la ville, par exemple, une politique d'urbanisme restrictive dans une ville dans laquelle il n'y a pas de construction, elle n'a aucun effet sur le welfare. Puis voilà, on trouve ça, c'est logique. Donc ça, on retrouvait. Ouais. Mais en fait, ce qui nous surprenait, c'est qu'on avait, en mettant ça bout à bout, ça faisait un R2 relativement faible, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des interactions entre si c'est un pays en développement et qu'il y a une forte croissance et que le niveau de transport est modéré, alors ça donne ça. Puis ça, on n'arrivait pas de nous-mêmes à retrouver la logique, quoi. Enfin, ça paraissait crédible, mais on l'aurait pas intuité de nous-mêmes, quoi. Avant venu, vous avez montré une carte des villes sur lesquelles vous avez travaillé. Ouais. Il y avait évidemment une surreprésentation des villes européennes, ouais. Y compris les États-Unis. Ouais. Est-ce que dans les résultats que vous fournissez sur les 20 et quelques % de sur les émissions, ouais. vous corrigez de ce Non. Là, vraiment, on agglomère ce qu'il y a dans toutes les villes. Alors, effectivement, ce serait une monnaie. La difficulté de faire ça, c'est que comme les résultats sont très différents d'une ville à l'autre, même au sein d'un même pays, ce serait dur de dire que ces villes-là sont représentatives de villes américaines. Même si l'américaine n'est pas forcément représentative. Non. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ça, mais effectivement, ou alors ça c'est. Oui, mais il faut avoir les variables. C'est ça. Non, moi j'ai l'impression que vraiment là c'est aggloméré des. Et les autres papiers faisaient un peu comme nous d'ailleurs. C'est pour ça aussi que on s'était pas trop posé la question, mais là je pense que c'est aggloméré des données puis petit à petit, quoi. Ouais. En fait c'était plus simple d'avoir les données, quoi. Même par rapport à l'immobilier. Ouais. Alors là, je sais plus, parce que je crois qu'en Amérique du Nord, les données de prix immobilier, c'est très facile à obtenir. Par contre, les données de loyer, c'était compliqué. Dans mon souvenir, c'était un truc comme ça. Mais je me rappelle plus. Ça, c'était il y a un bout de temps. Ou alors l'échelle allait pas. Enfin, je sais plus. Je sais qu'il y avait il y avait une nuance. Parce que par exemple, le Canada, c'est compliqué, c'est ça. Oui, je crois. Après, il y avait aussi alors, ce truc-là on avait au début défini a priori des villes qu'on voulait regarder, et pour chacune, on a cherché des sources. Donc, il y avait peut-être ce choix initial aussi où on n'a pas été optimal. Mais ouais. Parce que les États-Unis, en plus, comme les prix de l'immobilier rentrent dans les impôts, il y a des bonnes bases de prix. Mais c'est ça, le loyer, il me semble, je suis plus sûr, il me semble que c'était ça qui manquait. Et en fait, les loyers, c'est les loyers qu'on utilise là pour l'estimation du modèle. Les prix, on les avait utilisés pour le papier d'avant, là, on regardait si les modèles marchaient bien. Mais ouais.
je sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a aucun moyen de convertir des de aussi avec des prix immobiliers de prendre à la fois des loyers et des prix immobiliers, c'est pas comparable. Si. Alors, en fait, on peut. La différence, en fait, c'est que donc un loyer, c'est relativement bien déterminé par l'offre et la demande à un moment donné, alors qu'un prix immobilier, c'est ça, plus des anticipations de taux d'intérêt, plus des anticipations de variation des prix et donc comment on dit, de spéculation, quoi. Et donc, en fait, par exemple, si on regarde le ratio loyer sur prix immobilier en Ile-de-France, il n'est pas du tout constant. Il est très bas à Paris et il monte quand on va en banlieue. Enfin, peut-être que maintenant, ça a changé avec tous les changements des prix qu'il y a, mais pendant longtemps, en tout cas, à Paris, on n'achetait pas. Enfin, ça valait pas le coup en fait d'acheter pour louer. Ça valait le coup d'acheter en se disant que les prix allaient continuer à monter derrière. Et du coup, ça fait que le ratio. Et donc, peut-être ce serait possible en mettant une espèce de fonction ad hoc, comme ça, de ratio prix sur loyer, en disant que c'est plus élevé au centre et tout, mais ça, j'ai pas trouvé quoi. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup.